Bienvenue sur notre chaîne, découvrons une autre histoire surprenante. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Allons-y. La patronne de l'enfer obtient ce qu'elle mérite. J'ai toujours plu aux gens à l'excès. Je travaille dans le marketing depuis plus de 10 ans. Au fil des années, j'ai eu pas mal de patrons qui étaient bons, moyens et certains étaient nuls. Il y en a un en particulier qui s'est révélé horrible. Cette histoire date d'il y a environ 5 ans. Pamela, la quarantaine, non fictif, était vice-présidente du marketing et des ventes pour un détaillant de taille moyenne. Elle a rejoint l'entreprise quelques années après moi. Et si les rumeurs étaient vraies, elle était le 4e choix pour ce poste et a simplement été embauchée pour que l'entreprise puisse apaiser les actionnaires. J'étais responsable sous ses ordres et tout mon travail consistait à m'assurer que le site web et les magasins présentaient leurs produits correctement, à recevoir tout leur support de vente mensuel, à gérer la publicité, à établir et à gérer le budget du département, à gérer tous les projets du département et opérations, créer des rapports pour refléter les ventes, gérer des présentations, des briefs créatifs pour de futurs projets, etc. En bref, j'ai fait son travail et tout le travail administratif pour maintenir le département à flot. J'ai réussi tout cela parce que j'avais accès à son courrier électronique et j'envoyais à plusieurs reprises des courriers électroniques en son nom pour que le département continue de fonctionner. Pamela passait la plupart de son temps à se présenter après 10 heures du matin, à prendre des déjeuners d'affaires, et à planifier des fêtes d'entreprise. Je ne sais même pas pourquoi nous avons fait ça, mais je les ai planifiées aussi. Je me demandais constamment pourquoi elle dépensait une grande partie de notre budget pour ces événements alors que nous n'avions pas les ressources budgétaires pour aucun d'entre eux. Pamela m'a dit de puiser dans les budgets des mois à venir pour payer les dépenses excessives du mois en cours. Ainsi, au début de chaque mois, j'avais un budget original et à la fin du mois, je devais remettre un budget édité sous la direction de Pamela, qui donnait l'impression que les dépenses de Pamela étaient sous contrôle. C'est important pour plus tard. J'ai définitivement commis des erreurs ici et là en étant responsable de tant de tâches et je me suis constamment retrouvé à travailler 12 heures par jour, réparties entre être au bureau et travailler après que mon enfant se soit couché. Le travail du week-end était également effectué avant le réveil de ma famille et après son coucher. Pendant la première grande période des fêtes de Pamela, les ventes étaient de la merde. Pamela changeait constamment d'avis sur les visuels des magasins, faisait constamment appel à de nouvelles agences de publicité et de relations publiques pour générer des ventes. Toutes ces agences étaient composées de ses amis personnels, et ignoraient les promotions prévues par notre équipe d'achat de marchandises pour elle-même. Les meilleures. À cette époque, j'étais aux prises avec une infection persistante qui s'est transformée en septicémie et j'ai été hospitalisé. Les médecins et mon mari ont dit que c'était dû au stress du travail et que je devais faire une pause. En récupérant, j'ai réalisé à quel point je me faisais du mal, ainsi qu'à ma famille et même à l'entreprise pour laquelle je travaillais. Finalement, mes vieilles habitudes m'ont touché, j'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié mes emails et ceux de mon patron. Ce que j'ai découvert m'a fait bouillir le sang. Tout d'abord, j'ai reçu un joli bouquet de fleurs de la part de la haute direction qui me souhaitait bonne chance, et je savais que Pamela avait organisé la livraison, elle m'a envoyé ses fleurs préférées. Je suis allé dans sa boîte de réception pour mettre le reçu dans le bon dossier à envoyer à la comptabilité. Quand je suis revenu, en haut de sa boîte de réception des 3 derniers jours se trouvaient des emails clairement sans rapport avec ses affaires. Ce que j'ai trouvé dans ces emails, c'est que Pamela envoyait des emails à ses amis personnels se plaignant du fait que je ne pouvais pas simplement me débarrasser de la septicémie et retourner au travail. Elle s'est également plainte de ne pouvoir trouver aucune de mes notes, feuilles de calcul ou documents relatifs au travail dont elle était techniquement responsable, ils étaient sur notre lecteur partagé étiqueté très clairement. Finalement, j'ai trouvé un email dans lequel elle a envoyé une amie d'une ancienne entreprise qui lui demande des conseils sur la manière de générer des ventes et de sauvegarder son emploi. Dans ce long fil de discussion, cette ancienne collègue a demandé si quelqu'un gérait la majeure partie du travail, et bien sûr, Pamela a répondu que c'était le cas. Ce collègue m'a expliqué que c'était clairement ma mauvaise gestion qui posait problème et que l'on pourrait me reprocher si les ventes ne se portaient pas à la fin de la saison. Pamela a mentionné que j'étais à l'hôpital et a répété les commentaires de son autre fil de discussion. Cette personne a dit qu'elle ne pouvait pas me licencier purement et simplement parce que cela pourrait ressembler à des représailles parce que je devais prendre un congé médical d'urgence. Mais si Pamela pouvait prouver que je volais l'entreprise ou que j'utilisais mal ses ressources, elle aurait alors des raisons de me faire virer,
et de m'utiliser comme bouc émissaire. À mon retour, Pamela m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'elle était inquiète d'en prendre trop, et qu'elle voulait me débarrasser du travail. Elle a annoncé qu'elle me retirait de la gestion du budget du département. Elle m'a demandé de déposer uniquement une petite pile de factures à la comptabilité. De plus, Pamela m'a dit que je n'étais en aucun cas autorisé à parler au comptable de quoi que ce soit concernant les budgets. De plus, si j'avais des inquiétudes concernant le département ou la charge de travail, je n'avais pas le droit de m'adresser au RH, je devais en discuter directement avec Pamela. Oh ouais, je pouvais voir où ça menait. Malheureusement pour Pamela, j'avais noué une relation avec Loi, années 50, non fictif, qui était notre comptable principal. Loi a toujours dit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour m'aider si je le lui demandais. Sachant cela, j'ai récupéré la pile de factures sur le bureau de Pamela pour la remettre à la comptabilité. J'ai également ajouté les fiches de discussion que j'ai lues pendant que j'étais à l'hôpital et le budget actuel non édité que Pamela n'avait pas encore touché pour le mois. J'ai également trouvé dans mon classeur les copies papier d'anciens budgets avec l'écriture manuscrite de Pamela indiquant les chiffres à modifier pour équilibrer notre budget. Enfin, j'ai ajouté un email concernant notre première série d'ajustements budgétaires dans lequel Pamela menaçait subtilement de mettre quelqu'un d'autre à mon poste si je ne pouvais pas faire ce qu'elle demandait. Alors, j'ai marché et j'ai déposé les factures à la comptabilité quand je suis tombé sur Loi. Elle a évoqué les factures, je l'ai regardé sévèrement et j'ai dit que Pamela était la seule de notre département à qui Loi était autorisée à parler de notre budget et de nos factures. Loi a vu le dossier étrangement épais sur son bureau, a fait un signe de tête ferme et m'a expulsé avec amour de son bureau. Dans la semaine, Pamela a été licenciée. D'après ce que j'ai compris, elle change continuellement d'emploi depuis quelques années. Le PDG, et les RH, m'ont fait venir pour m'excuser personnellement pour tout ce que j'ai vécu et m'ont accordé une semaine de vacances payées à prendre à ma discrétion. Compte tenu d'autres problèmes liés à cette entreprise, je suis parti après un an supplémentaire. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Je suis à nouveau responsable des ventes et du marketing. J'ai un patron formidable, Mike, 40 ans, qui fait confiance à mes décisions commerciales et me soutient sur pratiquement tout. Nous recrutons mon équipe pour que je la gère et la dirige uniquement. Aujourd'hui, j'ai parcouru les candidats et j'ai trouvé le curriculum vitae de Pamela parmi des dizaines d'autres. J'ai regardé son nom, me demandant combien d'autres personnes partagent son nom. Après examen, oui, c'est elle. Elle a définitivement chuté dans l'échelle de l'entreprise, le titre de vice-présidente de notre ancienne entreprise étant le titre le plus élevé qu'elle ait obtenu. Et, sans surprise, elle a embelli ses réalisations, affirmant que le travail que j'avais géré était le sien et a affirmé qu'elle avait généré une croissance des ventes de 87% pendant la période des fêtes dans notre ancienne entreprise. En tant que personne soucieuse de plaire aux gens et croyant fermement qu'il faut donner une chance à chacun, il n'a jamais été aussi satisfaisant de cliquer sur « Disqualifié ». Le patron a essayé de coucher avec ma fiancée. C'était il y a plusieurs années. Alors mon patron, une personnalité extrême de type A, a découvert que je voyais une jeune femme dans un autre de nos bureaux, c'était une relation à distance. Il était du genre à tout contrôler et à embêter les gens pour s'amuser. Il était également marié à une autre employée, mais il était très infidèle. Et il avait un passe-temps, la photographie, il aimait prendre des photos de lui-même et de ses réalisations, en flagrant délit. Ensuite, il montrait les photos dans l'atelier de production et s'en vantait. Eh bien, lors de son prochain voyage dans cet autre bureau, il a essayé de convaincre ma petite amie de coucher avec lui, mais elle l'a rejeté. Il a inventé quelques mensonges et l'a fait virer. Cela a pris du temps mais j'ai été patient, je savais qu'il gardait les photos dans son bureau, il ne pouvait pas risquer de les garder à la maison où sa femme pourrait les tomber par hasard. Un samedi, je travaillais en ergothérapie et la femme de ménage est passée et elle a déverrouillé son bureau. Je suis arrivé en faisant comme si je prenais des dimensions sur certains dessins. La dame m'a juste demandé de fermer la porte quand j'aurais fini. Elle est partie et est descendue vers la comptabilité, c'est à ce moment-là que je suis passé par son bureau. Effectivement, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une pile de photos de 4 pouces de hauteur. Je les ai tout pris. Ensuite, j'ai attendu qu'il parte pour un autre voyage. Quand il l'a fait, je suis sorti déjeuner, j'ai eu une douzaine de photos de lui, en action avec 4 femmes différentes, toutes montrant son visage, les femmes avaient toutes les cheveux foncés ou roux, sa femme est blonde.
J'ai conduit jusqu'à la ville où il vivait, jusqu'au bureau de poste le plus proche de chez lui, et j'ai envoyé les photos à sa femme sans adresse de retour. Elle a divorcé et son avocat l'a emmenée chez le nettoyeur. Ma petite amie est maintenant ma femme et nous ne sommes plus en colère. C'est une très mauvaise idée de mettre un employé du gouvernement en colère. Celui-ci est un double événement pour les employés du gouvernement et ce que vous devez savoir, c'est que si vous attirez l'attention d'un employé du gouvernement et le mettez en colère, il fera de votre vie un enfer. Désolé, c'est long. La configuration est que je travaillais pour un gouvernement de comté local dans le département des permis qui s'occupait du drainage et de l'application des plaines inondables. J'ai reçu une plainte d'un propriétaire, un gars sympa, qui vivait à côté d'une maison qui faisait partie d'un village constitué en société, un gars pas sympa. Un type sympa vivait dans une partie non constituée en société du comté, d'où l'appel à moi en tant qu'agent du comté. Je me suis rendu sur le site pour enquêter et j'ai découvert des faits intéressants. L'agent chargé des permis du village a permis au propriétaire constitué en société de remplir son terrain en effectuant le drainage, ce qui a provoqué l'inondation du terrain non constitué en société chaque fois qu'il y avait autre chose qu'une légère pluie. Un gars sympa a indiqué qu'il y avait une certaine tension entre lui et un gars pas gentil et qu'une partie du problème était que ce gars sympa et son partenaire formaient un couple gay. Cela a déclenché un signal d'alarme pour moi, mais en essayant d'être impartial, j'ai pris les informations et quelques photos pour le dossier et j'ai indiqué que je contacterais le village pour trouver une solution. J'ai écrit une lettre puis j'ai appelé l'inspecteur du village, Jack Wagon, pour en discuter. Jack Wagon m'a dit que le village pouvait faire ce qu'il voulait et que je ne pouvais rien faire pour empêcher les gars pas gentils de faire ce qu'ils voulaient comme cela était approuvé par le village. Il y a ensuite eu un commentaire sur ce type de personne, le couple gay, qui portait plainte juste pour semer le trouble. J'étais maintenant sur l'affaire et il était temps de m'assurer que tout ce qui était fait sur le terrain incorporé était 100% légal. À ce stade, le jeu était certainement lancé, car s'il y a une chose qui me fait grincer des dents, c'est bien l'intimidation. Je suis ressorti et j'ai parlé à un gars sympa pour lui faire savoir ce que je faisais et aussi que je n'allais pas laisser passer ça. J'ai ensuite commencé à enquêter sur les élévations des deux lots et sur les remblais qui avaient été placés sur le lot incorporé. Le type pas gentil est sorti et a commencé à se montrer belliqueux à propos de ma présence et de l'enquête en cours. Il a déclaré à tort que je n'avais pas compétence sur son sort et qu'il appellerait la police. J'ai patiemment écouté, puis j'ai sorti ma radio bidirectionnelle et j'ai demandé que la base d'attache envoie une unité de police du village et du comté sur place. J'ai ensuite indiqué que, puisqu'il y avait une plaine inondable réglementaire sur son terrain, j'avais en fait compétence et que j'exercerais mon droit de déterminer l'impact de ces activités de remblayage sur cette plaine inondable. Les deux unités de police sont arrivées et je leur ai fait savoir ce qui se passait. Ils étaient tous les deux excités à juste titre de devoir perdre leur temps et ne laissaient pas savoir à un gars sympa que j'étais en mon pouvoir pour poursuivre l'enquête. Un peu plus tard, pendant que je mesurais les choses, un Jack Wagon est arrivé. Il m'a déclaré m'avoir réprimandé parce que j'avais harcelé le résident du village et menacé d'appeler mon patron et de porter plainte, etc. Je l'ai invité à le faire en citant les parties du code qu'il devait indiquer que je violais. J'utilisais de la peinture de marquage pour montrer les limites de la plaine inondable pour les photos du dossier et que sais-tu, la chaussure de Jack Wagon a été peinte quand il a essayé de m'arrêter. De toute évidence, il était encore plus en colère, tout comme le propriétaire, à cause de la peinture orange très vive sur l'herbe de son jardin. J'ai fait remarquer que j'avais fait la même chose sur les lots voisins mais il n'arrêtait pas de se plaindre. Il s'agissait en fait de craies de marquage qui s'enlèvent assez facilement. Fait intéressant, j'ai trouvé deux choses vraiment fausses sur le terrain des gars pas sympas. 1. Il y avait du remblai placé dans la plaine inondable et 2. Un abri de jardin a été construit sur le remblai et partiellement dans la plaine inondable. Les deux sont un grand non-non et sont en fait contraires à la loi fédérale. Ainsi, le plan d'action comportait deux parties. 1. Obliger le propriétaire incorporé à retirer le remblai et le hangar de la plaine inondable et 2. Laisser les gentils gars remplir leur terrain à l'extérieur de la plaine inondable pour contrecarrer le remblai restant chez les gars pas gentils. Beaucoup en dehors de la plaine inondable. J'ai aussi dit à un gentil gars que ce serait une bonne idée de poser un carreau de terrain de leur côté pour évacuer l'eau qui s'accumulerait inévitablement entre les deux lots en cas de pluie. Comme on pouvait s'y attendre, le gars pas sympa et le Jack Wagon se sont mis très en colère lorsque j'ai envoyé la lettre indiquant qu'il y avait des violations qui devaient soit être corrigées, enlever le remblai et le hangar,
soit demander une révision de la plaine inondable auprès du corps des ingénieurs de l'armée, bonne chance avec eux. Cela a ensuite conduit à une réunion au bureau du comté avec un gars pas sympa, un jackwagon, mon superviseur et moi-même. Rapidement, les choses sont allées jusqu'à 11 heures et il y a eu des cris en camion à propos d'abus de pouvoir, etc. Le chef du département est entré dans la salle de conférence et leur a dit à tous les deux qu'ils avaient tort et qu'ils devaient partir paisiblement et se conformer sous peine d'en subir les conséquences, amende. Le meilleur, c'est que ce type pas gentil devait demander un permis et deviner qui était celui qui l'examinait et l'approuvait, c'est vrai, vraiment, votre serviteur. Maintenant, je suivais la loi à la lettre mais il faut savoir que les fonctionnaires pauvres sont sous-payés et surmenés. Étrangement, le permis pour un gars sympa a été presque immédiatement approuvé, alors que pour un gars pas sympa, il a fallu faire un examen très approfondi pour s'assurer qu'il était correct. Vous pourriez faire valoir que j'abusais de mon pouvoir, mais je peux vous assurer que le moment choisi pour leur examen se situait dans des limites acceptables. De plus, comment pourrais-je être tenu responsable du fait qu'ils ont mal déposé 3 fois avant de finalement faire les choses correctement? Généralement, si vous vous comportiez comme un humain civil et veniez au bureau, nous vous aiderions à faire les choses correctement afin que le permis soit délivré du premier coup, mais ce n'est pas un gars sympa qui a décidé qu'il pouvait tout faire lui-même, donc cela lui a pris 3 essais. S'il était venu au bureau, je lui aurais rendu le même service que les autres, mais il a décidé de prendre la voie difficile et je n'ai donc pas cédé d'un seul pouce pour que la soumission soit parfaitement correcte. Finalement, la situation a été résolue, mais cela a demandé beaucoup plus d'efforts que prévu. Morale de l'histoire, ne soyez pas un connard homophobe. Il m'a quitté à cause de mon diagnostic de cancer. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans et avons eu ce que je pensais être une excellente relation. Nous étions tous les deux des professionnels bien établis, propriétaires de maisons dans le même quartier et ayant tous deux des filles à la maison. Sa fille avait 11 ans et la mienne 16 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Nous avions en fait prévu de nous marier, de construire une maison et d'élever les deux ensemble. Nous avons planifié la construction de la maison parce qu'on lui avait récemment diagnostiqué une maladie neurologique qui la mettrait éventuellement en fauteuil roulant et qu'elle avait besoin de quelque chose de convivial pour l'ADA. Au cours des étapes de planification, j'ai commencé à réaliser des projets d'aménagement paysager et de construction sur sa maison pour augmenter la valeur de revente. Au total, j'ai investi environ $30 000 US dans la maison, en gérant le tout via mon entreprise de construction parallèle à des fins fiscales, d'autorisation et de revente. Nous avions un contrat selon lequel le paiement serait effectué lors de la vente de la maison. J'ai produit des factures pour chaque projet, mais je n'ai jamais insisté pour le paiement en raison de l'accord préalable. Avance rapide de 6 mois, nous recherchons une propriété pour développer et finaliser les dessins de la maison lorsque j'ai commencé à me sentir malade. Je ne pouvais pas manger, je vomissais constamment et je saignais. J'ai commencé à remarquer que mon abdomen avait l'air enflé, ce qui était étrange parce que nous mangions tous les deux très proprement et que nous allions au gymnase tous les jours. Je suis donc allé chez le médecin et j'ai commencé à faire des tests. Pendant ce temps, elle a commencé à avoir de petits problèmes cognitifs et le stress de son poste actuel exacerbait son état, elle a donc accepté une réduction de salaire de $20 000 par an ainsi qu'un poste moindre au sein de l'entreprise. Après environ un mois de différents tests et d'une biopsie, il est apparu que j'avais une tumeur de la taille d'une balle de golf dans l'estomac et que je devais commencer une chimiothérapie. J'ai donc commencé des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, ce qui m'a rendu, comme je m'y attendais, extrêmement malade. Elle passait du temps à m'aider chez moi le week-end et restait plus souvent chez moi, au point qu'ils étaient tous les deux plus chez moi que chez eux. À ce stade, j'ai suggéré que nous allions de l'avant et que nous mettions une de nos maisons sur le marché et que nous emménagions ensemble jusqu'à ce que la nouvelle maison soit construite. J'ai une excellente assurance complémentaire ainsi qu'un plan d'assurance maladie. À long terme, donc l'utiliser en association avec la vente d'une de nos maisons nous aiderait à nous en sortir confortablement et contribuerait à atténuer le stress financier qui pèse sur elle. Peu de temps après cette discussion, elle est devenue extrêmement distante. Sa fille ne venait plus traîner avec la mienne, elle avait des excuses pour ne pas se voir. Elle a arrêté de m'emmener au traitement et a arrêté de rester chez moi. Elle a ensuite largué une bombe. Une phrase qui restera gravée à jamais dans mon psychisme. Je t'aime, mais je ne me vois pas prendre soin de quelqu'un d'aussi malade à long terme, et je ne pense pas que nous devrions nous voir plus longtemps. Dans un texte. Cela m'a brisé. Je ne mentirai pas.
C'était la première femme à qui je m'ouvrais et avec qui je planifiais une vie depuis la mort de ma femme alors que mes enfants avaient 1 et 3 ans. Cependant, j'ai essayé de faire preuve de maturité à ce sujet. Je me suis forcé à comprendre sa position et à accepter ce que je ne pouvais pas changer. Le lendemain, j'ai calmement rassemblé toutes ses affaires, je les ai soigneusement emballées, je les ai chargées dans mon camion et je les ai emmenées chez elle pour les laisser sur le porche arrière pendant qu'elle était au travail, afin d'éviter tout échange gênant. En faisant le tour à l'arrière et sous la couverture du Porsche, je me suis assis dans une boîte et je l'ai vue dans son salon à l'arrière, sur le canapé, en train de coucher avec un homme qu'elle m'avait présenté comme un ami de toujours. J'ai dîné et bu un verre avec cet homme et sa petite amie. Nous étions également partis en vacances avec eux. Je n'ai jamais parlé de l'incident avec elle et lui ai simplement envoyé un texto plus tard, lui expliquant que je laisserais ses affaires sur mon Porsche latéral pour qu'elle les récupère à sa convenance. J'ai découvert 8 ou 9 mois plus tard grâce à son désormais ex-petit ami, qu'ils avaient rompu parce qu'il avait avoué qu'il avait couché avec Monceau, remontant à peu près au moment où nous terminions les dessins de la nouvelle maison. Maintenant, je suis énervé. Le temps de la revanche. À ce stade, j'avais pour le moment terminé la chimio et la radiothérapie et je me sentais en meilleure santé. J'étais en train de parcourir des documents très négligés lorsque je suis tombé sur un dossier contenant 32 680 $ de factures impayées et en souffrance depuis longtemps, qui ont été rapidement envoyés à mon avocat pour entamer une procédure de privilège sur la maison. Il s'avère que je n'aurais pas pu le faire trop tôt car elle était sur le point de mettre sa maison sur le marché. Si l'on y ajoute les intérêts au cours d'un retard de 19 mois à l'époque, les factures étaient lourdes. Cela, ajouté à l'accord de règlement lors de la vente de la maison et aux honoraires d'avocat, lui a laissé environ 10 000 $ après la vente de la maison et le règlement de son hypothèque actuelle. Elle a rapidement dû renoncer à l'achat d'une autre maison et a emménagé avec sa fille aînée, SIL, et ses 2 petits-enfants. Elle a également dû quitter son emploi et commencer à bénéficier d'une invalidité. Je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an, et elle avait l'air d'avoir 20 ans et elle était dans le fauteuil roulant dont nous avions parlé. Nous avons discuté cordialement mais brièvement et je me suis excusé et j'ai continué ma journée. Quelques jours plus tard, sa plus jeune fille m'a appelé et m'a parlé de ma rencontre avec sa mère et de la possibilité que nous puissions sortir ensemble un jour. J'ai donné une réponse vague, je l'ai remercié d'avoir appelé et encore une fois, j'ai continué ma journée. L'ex m'a ensuite appelé environ une semaine plus tard et a commencé à s'excuser de m'avoir quitté comme elle l'avait fait. Encore une fois, cordialement mais bref, je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai raccroché. Elle a commencé à envoyer des SMS et cela a duré plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elle me demande si je pourrais un jour nous voir raviver ce que nous avions, ce à quoi j'ai répondu. Je ne me vois pas prendre soin de quelqu'un d'aussi malade à long terme. Vous vous souvenez de la boîte sur votre Porsche arrière? Pensiez-vous que, un ami de toujours, vous l'avez apporté de chez moi? Bonne chance à vous. Au revoir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et jusqu'à la prochaine histoire incroyable.